Le Bitcoin. C'est quoi ça? Hein? Comment ça fonctionne? Comment ça marche? Ça mange en hiver, ça, le Bitcoin? C'est probablement la question que je me fais le plus souvent poser lorsqu'on parle crypto-monnaie. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de tenter de vous expliquer ça de façon la plus claire, simple et facile à comprendre. Alors c'est Bruno du Mouvement Crypto. Bienvenue sur notre site, sur notre chaîne. Alors, juste avant par contre, j'aurais une petite faveur à vous demander. S'il vous plaît, likez la vidéo. Prenez tout de suite un instant et likez la vidéo. Pourquoi je vous demande ça? C'est simple. C'est que ça envoie un signal fort à l'algorithme sur lequel vous écoutez cette vidéo, comme quoi vous appréciez le contenu. Pour nous, c'est bon et ça aide à rassembler les gens qui seraient intéressés par la crypto-monnaie. Vous savez, Mouvement Crypto, on a comme objectif d'éduquer la communauté francophone, principalement au Québec, sur l'importance de s'intéresser de tout l'univers de la crypto-monnaie, blockchain, bitcoin et toute la panoplie d'autres coins. Pourquoi? Parce que personnellement, on trouve, moi, un partenaire, que c'est pas suffisamment éduqué, c'est pas suffisamment jasé et c'est une opportunité extraordinaire pour tous, autant à niveau investissement qu'opportunité financière que liberté financière. Alors, s'il vous plaît, aimez la vidéo. Maintenant, suite à cette vidéo-là, je vais vous donner un indice. Je vais vous demander de commenter un indice. Alors, je vais vous demander à la fin de cette vidéo de commenter l'indice, qui ça aussi envoie un signal fort aux algorithmes des médias sociaux. On a un deal? On a un deal. Alors, tout d'abord, avant de pouvoir parler de qu'est-ce que le Bitcoin et comment ça marche, comment ça s'est parti, il faut comprendre à la base la monnaie. Il faut comprendre comment est arrivée la monnaie. Okay? Alors, je prends une petite intro en disant que, à la base, la monnaie, comme on la connaît, de papier, c'est juste pour attribuer une valeur pour nous permettre d'échanger des biens, produits ou services. À la base, si on recule dans l'ancien temps, on a commencé par le troc. Hein? Les gens voulaient de la nourriture, des produits de l'agriculture ou de la chasse. Eh bien, il y avait d'autres citoyens dans un village, une communauté, qui pouvaient travailler le métal, travailler le bois, peu importe, et on s'échangeait des objets pour pouvoir répondre à nos besoins de subsistance et de vie. Alors, le troc a été parmi les premières formes d'échange, donc entre produits, services et biens. Toutefois, au fil des années, on a décidé qu'il y avait des produits qui valaient plus que d'autres. Hein? Naturellement, une peau d'animal pouvait valoir une valeur X, tandis qu'une pomme de terre ou une carotte cueillie dans un jardin pouvait peut-être valoir moins, right? Au fil des années, un produit s'est distingué au niveau de sa valeur. Et c'est l'or. Pourquoi? Pour ses caractéristiques extrêmement intéressantes, tant au niveau de sa malléabilité, sa couleur, sa valeur. Alors, les gens, l'humain par défaut, a attribué une grande valeur à l'or. Et à un moment donné, oui, on pouvait bien avoir une pépite d'or ou avoir un lingot d'or, parce qu'à ce moment-là, on pouvait même la faire fondre pour en faire une forme plus facile et plus malléable. Mais à un moment donné, pesant, ça, là. Moi, avoir un lingot d'or, mes pépites d'or dans les poches de la monnaie comme on la connaissait, c'était pesant. Alors, et les gens, lorsqu'ils se déplaçaient ou se promenaient, c'était pesant, c'était à risque d'être volé, c'était pas évident. Alors, est arrivé à un moment donné l'origine du banquier. Quelqu'un qui avait un coffre-fort et qui a offert à sa communauté de dire, écoutez, venez chez moi, je vais entreposer votre or, puis en échange, je vais vous donner un bill, une facture, un reçu, qui garantit que l'or que j'ai dans mon entrepôt, mon coffre-fort, est à vous. Alors, les gens ont commencé à aller entreposer leur or, et chez on pourrait l'appeler le premier banquier, en échange de ce dit reçu, qui était papier. Et ce reçu papier, entre eux, les citoyens, à un moment donné, ont décidé, pourquoi tourner toujours chez le banquier pour reprendre mon or, pour aller me racheter des choses? Je vais tout simplement aller revoir le banquier, puis je vais lui demander de dire, au lieu de me faire un reçu pour mon lingot, qui marque que j'ai un lingot d'or, sachant qu'un lingot d'or équivaut, je donne des chiffres là, estimatifs, complètement un peu random ici, là, mais supposons qu'on dit que la quantité d'or, au lieu de me dire j'ai un bloc d'or, un lingot d'or, donne-moi 200 papiers qui dit que j'ai 200 pépites d'or, l'équivalent d'un lingot. Parce que moi, je vais aller acheter des légumes ou de la fourrure ou des biens pour ma maison et je veux la payer avec les reçus parce que dans le village, dans la communauté, on est tous conscients et on accepte tous que ce reçu-là vient de toi puis on sait que c'est parce qu'il y a de l'or en garantie. Comprenez la logique? Alors, c'est là qu'est née la monnaie, comme un peu on la connaît, papier.
Lorsque cette monnaie papier-là, au fil des temps, ça grandit, les gouvernements ont repris contrôle de cette monnaie papier-là. Alors, chaque pays décidait, OK, nous, on va créer une monnaie pour notre pays et on va la remettre à des entités qui s'appellent les banques, qui vont la remettre à la population et contrôler toute la circulation et la distribution de la monnaie. Alors, c'était pratique, c'était facile, c'était léger. Et c'est comme ça que la monnaie papier, comme on la connaît, est née. Maintenant, au fil du temps, pour garantir une certaine valeur, parce qu'à la base, un billet de banque, un billet de banque, ça ne vaut pas la valeur, la fabrication du billet ne vaut pas la valeur qui est inscrite dessus. Moi, entre ce billet de 20$-là, ce 10, ce 5 et ce 50$-là ici, vous comprenez que la fabrication est la même chose, c'est la couleur. Pourtant, ils ont toute une autre valeur à cause d'un chiffre qui est inscrit dessus. Et on l'accepte parce que le gouvernement, par ses lois, a décidé que c'est la valeur qu'on donne à notre monnaie. Et pendant plein d'années, les Américains, en 1933, eux, pour s'assurer de faire progresser leur monnaie et d'y donner une valeur réelle qui serait reconnue à travers la planète, parce que les Américains voulaient en faire le US dollar, voulaient en faire la monnaie internationale sur laquelle toutes les autres devises se baseraient, se compareraient. Alors, ce qu'ils ont dit, le 5 juin 1933, nous allons implanter le Gold Standard. Alors, chaque billet US, chaque dollar US qui vont être imprimés, vont être couverts par l'équivalent en valeur en or. Et pendant toutes ces années-là, la Fed, le gouvernement américain, entreposait l'or équivalent au nombre ou la monnaie imprimée en circulation. Et c'est ce qui a fait que les États-Unis d'Amérique sont une puissance économique. Tous les pays ne pouvaient pas avoir la même valeur et on savait que la dollar américain est couvert par l'équivalent en or. Maintenant, et ça a duré longtemps. Maintenant, ce qui est un problème, quand même, déjà là, on commençait à détecter un problème parce qu'on disait, OK, toute cette monnaie-là est contrôlée à la base par les gouvernements qui décident combien d'or ils achètent pour pouvoir imprimer de l'argent, de la monnaie, et aussi manipulée par les banques qui étaient en charge du contrôle et de la distribution. On suit jusque-là. Alors, ce qui est arrivé, puis ce qui était le coup fatidique de la monnaie américaine et du système économique comme on le connaît à ce jour, c'est quand, le 15 août 1971, Richard Nixon, le gouvernement américain a décidé de laisser tomber le Gold Standard. Donc, il annonçait à son peuple et à l'ensemble de la planète qui avait pris le dollar US comme monnaie de comparaison principale et mondiale, a décidé que non, maintenant, on n'aura plus l'équivalent en or entreposé dans nos coffres. On va, nous, comme gouvernement, garantir la valeur de notre monnaie. Mais ça a été une décision, naturellement, pour l'élite et les pros de la manipulation, si je peux dire, selon moi. Pourquoi? Parce que là, on avait un plus gros problème. C'est toujours le gouvernement qui contrôlait la quantité de monnaie qu'il voulait imprimer. C'est les banques qui s'occupaient de la distribution et du contrôle. Mais là, c'est qu'on pouvait, les deux entités, dans leurs fonctions respectives, pouvaient en imprimer tant qu'ils voulaient. Et si moi je vous dis, aujourd'hui, j'ai 20$ et c'est le dernier 20$, on est d'accord que si c'est le dernier 20$, il va prendre de la valeur, parce qu'il va avoir un effet de rareté. Mais si je vous dis, j'imprime un deuxième 20$, puis un troisième 20$, quatrième 20$, puis j'imprime, en théorie, mon premier 20$ vient de perdre de la valeur. Et c'est ce qui est démontré par l'inflation, parce que là, tout le monde a les 20$, alors tout le monde peut acheter des biens, des produits ou des services. Alors, la valeur de la monnaie perd sa valeur au fil du temps. Et manipulée par la banque, par des gouvernements qui souvent, malheureusement, ont été contrôlés par des gens qui ont été malhonnêtes, sans dire escrocs, mais qui en ont profité pour s'enrichir d'abord et enrichir leurs amis. Maintenant, lorsqu'on fait face à ça, on se dit, bon, comment on règle ça? Alors, les gouvernements, eux autres, qui ont dit, écoutez, on voulu entretenir ça et garder le contrôle. On dit, bon, ben regarde, on n'imprime plus de la monnaie, mais on va la rendre numérique. Alors, est né les cartes de crédit, les transferts bancaires, les PayPal de ce monde. Mais tout ça était toujours contrôlé par les banques et le gouvernement, donc toujours centralisé. Ça pose beaucoup de problèmes, ça, quand vous y pensez. On donne des exemples. Problème de corruption.
je sais pas si vous vous rappelez, vous avez vu aux États-Unis, il y a eu une grosse saga, la saga Wells Fargo, où est-ce que des employés avaient créé 1,4 million de faux comptes pour pouvoir autoriser des prêts et voler par la bande l'économie, les banques, Wells Fargo. Il y a des, naturellement, on a parlé, mais le problème d'imprimer de l'argent, on le sait, juste dernièrement, au Canada et aux États-Unis, depuis la COVID, les gouvernements impriment, et vous pouvez voir l'inflation avec laquelle on est obligé de dealer aujourd'hui sur l'ensemble des produits, que ce soit les produits immobiliers comme nos maisons, les produits de consommation, le pétrole, name it, tout est en hausse parce que on a imprimé trop d'argent, donc les gens ont plus de monnaie qui le sont remis facilement. Les banques prêtent beaucoup plus facilement, donc on crée des surenchères et on fait augmenter les prix de tout. Il y a aussi un problème de contrôle, parce que force est d'admettre que le gouvernement a le plein contrôle sur, et les banques sur nos comptes en banque. Faut pas jouer à l'autruche, juste avec le convoi des camionneurs qui a eu lieu en début 2022 à Ottawa, où est-ce que des comptes de camionneurs qui, de façon tout à fait légale, protestaient dans un système démocratique contre des décisions gouvernementales. On peut dire, OK, ils ont peut-être été sur la limite parce qu'ils avaient assassiné le camion, pas... mais à la base, on a voté une loi qui a donné l'état d'urgence, l'état de guerre, pour donner le droit au gouvernement de geler le compte de ces gens-là et de même de leurs donateurs. Comprenez-vous que le gouvernement possède le plein contrôle? Si vous êtes en affaires ou ne payez pas vos impôts, à un moment donné, le gouvernement a le droit de saisir vos chèques de paye pour se payer. Comprenez-vous que le gouvernement a le plein contrôle sur nos comptes? Naturellement, si on est un citoyen exemplaire et qu'on on suit absolument ce que le gouvernement nous dicte, on ne devrait pas avoir de problème. Et c'est ce que je souhaite que la plupart des gens font. Mais à la base, il faut comprendre que le gouvernement a le plein pouvoir sur nos comptes en banque et les banques également. Faites des paiements en retard, d'ailleurs, que les banques vont saisir vos actifs. Alors, tout ça, c'est ce qu'on appelle un système économique centralisé. Et c'est un problème pour beaucoup de gens. Maintenant, on regarde juste, j'ajoute des exemples, comme en Grèce, il y a quelques années, lorsqu'il y a eu la chute de la Grèce ou la faillite de la Grèce, les gens, peu importe combien d'argent ils avaient dans leur compte, ne pouvaient pas aller au guichet et sortir plus que 20 $. Alors, ça pose problème. Alors, comment régler ça? Eh bien, c'est là qu'il y a un dénommé Satoshi Nakamoto, qui lui est arrivé en octobre 2008 dans un groupe fermé de Wiz Informatique, développeurs web, et qui a présenté son white paper dénommé Bitcoin. Ah, Bitcoin. Ce certain Satoshi Nakamoto, qui n'a jamais pu être identifié formellement, présente un white paper, c'est un document qui présente un projet. Voyons-le comme ça. Alors, le projet de Satoshi Nakamoto, c'était un système d'argent numérique à 100%, à la base, 100% transparent, décentralisé et anti-inflationnaire. OK, je m'explique. La vraie chose, 100% transparent. Son système, OK, de monnaie numérique allait être opéré, pas par des banques et des gouvernements, mais par ce que lui appelait des mineurs. Un mineur, c'est quoi en fait? C'est un ordinateur qui a un objectif arithmétique à résoudre à chaque bloc. OK, on appelle ça un bloc. Donc, à la base, si j'explique ça, bien simple. Au 1er janvier 2009, en cliquant sur Play, Satoshi Nakamoto et ses acolytes, ils étaient apparemment 13, ont branché ensemble les 13 ordinateurs et ont bâti un programme informatique qui disait, OK, minute 1, j'envoie, OK, moi là, je mets un chiffre de 25 caractères dans ma tête, OK, c'est ça qu'on joue ensemble, OK, trouve-moi un chiffre de 0 à 10. Et là, à tour de rôle, on dit un numéro, et celui qui tombe sur le numéro se fait donner l'attribution de Bitcoin. C'est la récompense aux miners. Alors, en 2009, lorsqu'on ces gens-là ont pesé sur Play, okay, la première équation à résoudre est un code de 25 caractères. Et les ordinateurs, à tour de rôle, mais à une vitesse extraordinaire, une vitesse ordinateur, lançaient des possibilités. OK? Et n'oubliez pas, c'est un caractère de 25 chiffres. Alors, il y en a des possibilités. Alors, les ordinateurs les plus vite en envoyaient plein. Et dès que la réponse, un des ordinateurs tombe sur la réponse choisie par le code, OK? Eh bien, lui se fait attribuer 50 bitcoins au départ. C'est 50 bitcoins à chaque fois. Et
le programme était monté de façon à ce que, et ça c'est ce qu'ils appelaient un bloc, ok? Donc lorsqu'on dit à minute 1, on a 10 minutes pour résoudre l'équation, et il faut que dans ces 10 minutes-là, on ait trouvé le chiffre magique, et le gagnant se fait remettre 50 bitcoins. Et dans toutes ces transactions-là vont être répertoriées dans un état de compte, un livre. Lorsqu'on va à la banque et on fait des transactions, il y a un livre. La banque possède ce qu'on appelle un livre, un ledger. Satoshi Nakamoto a dit, moi, ça va être 100% transparent. Alors, mon programme va rouler sur un programme qu'on va appeler le blockchain, qui est 100% transparent, qui est 100% en ligne. Et chaque transaction, chaque gagnant va être indiqué par les ordinateurs qui participent si je peux dire, au random number du blockchain, et va être inscrit dans le blockchain. Et chaque blockchain, chaque bloc, va devoir être copié-collé dans les ordinateurs participants. Alors, à chaque 10 minutes, les premiers mineurs se sont fait donner 50 bitcoins. Maintenant, ce qui était le fun, c'est que là, les 10 minutes passaient, les blocs passaient, et là, on voyait qu'il gagnait 50 bitcoins. 50 bitcoins remis au miners numéro 1, 50 bitcoins remis au miners numéro 2, 50 bitcoins remis au miner numéro 8, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. La beauté de la chose, c'est que Satoshi Nakamoto avait pensé, il a dit, moi, maintenant, il faut que ce soit anti-inflation, que ce soit anti-possibilité d'en avoir trop, puis que la demande soit trop haute, donc que ça ne prenne pas de valeur. Alors lui, ce qu'il a dit, c'est à toutes les 400 000 équations blocs, à toutes les 400 000 blocs, on va couper la récompense de moitié. C'est ce qu'on appelle le halving du Bitcoin. Alors, à toutes les 400 000 blocs, au lieu de 50 Bitcoins, après 400 000 blocs, on se fait donner 25 Bitcoins. Ensuite de ça, on se fait donner 12,5 Bitcoins. Après ça, on se fait donner 6,125 Bitcoins. Et en ce moment, en 2022, on est dans cette récompense-là. Alors, imaginez comment les premiers miners ont hérité de Bitcoin. Et on le sait que l'adresse, le wallet de Satoshi Nakamoto serait celui qui en possède le plus. Mais il n'a pas bougé depuis des années. On pense que Satoshi Nakamoto serait peut-être un autre des 13 premiers participants qui aurait voulu garder son identité pour se protéger contre les gouvernements et tout ça, parce qu'il savait qu'il était pour définitivement, en créant un nouveau système économique, ébranler des gros joueurs avec les banques et les gouvernements. Donc, on pense même qu'un des premiers participants qui est décédé serait peut-être le Satoshi Nakamoto. Mais lui, l'adresse de Satoshi Nakamoto est inscrite dans le blockchain et on peut voir tout le nombre de bitcoins qu'il a reçus. Et ces bitcoins-là, on n'a plus jamais bougé depuis plusieurs années. Alors, aujourd'hui, étant dans le 50, 25, 12 et 6, on est dans le 4e halving. 2024 sur le prochain et 2028 sur celui qui serait considéré comme le dernier halving, parce qu'après ça, c'est 1,5625 bitcoins remis à chaque bloc. Mais là, étant donné que c'est tellement peu de bitcoins, ça va s'échelonner en 2028 et 2140. Parce qu'on en donne tellement peu. Okay? Parce que c'est 400 000 blocs. On donne juste 1,4 bitcoin et le nombre, c'est ça qui fait que ça s'échelonne. Alors, tout ça, vous pouvez comprendre aujourd'hui que c'est un système monétaire 100% transparent. Maintenant, et l'exemple, okay, si vous allez dans le blockchain et vous cherchez pour le 22 mai 2010 à 18h16, vous pouvez voir la première transaction d'achat. Okay? Et c'est une transaction de 10 000 bitcoins. Vous avez peut-être déjà entendu l'histoire, mais c'est un dénommé Laszlo qui, lui, 2-3 jours avant, avait offert sur un chat room d'acheter 2 pizzas avec bacon, puis, en échange de 10 000 bitcoins, qui, dans ces années-là, valait environ 40 $. Aujourd'hui, 10 000 bitcoins fois la valeur d'aujourd'hui, on parle n'importe quoi, en 400 et 500 millions pour ces 2 pizzas-là, comprenez-vous? Et ça, c'est dans le blockchain. On voit la transaction. Alors, quand on parle de 100% transparent, c'est des exemples tout à fait concrets. Donc, contrairement à nos banques d'aujourd'hui, où est-ce qu'on n'a aucune idée, moi, je ne peux pas savoir comment j'ai d'argent dans mon compte, quel genre de transaction je fais. Les gens peuvent bien dire qu'ils ont tant d'argent, on ne le sait pas. Puis les banques cachent très bien ça sous l'excuse de la confidentialité. Par contre, dans le blockchain, ce qu'on ne sait pas, c'est l'adresse du portefeuille, du wallet, est associée à qui nécessairement. Certains, au fil du temps, ont identifié leur propre adresse et on sait maintenant qui sont-ils. Mais c'est libre à soi, vous comprenez? Maintenant, comment on dit que c'est décentralisé? À ce jour, les systèmes monétaires qu'on connaît sont gouvernés par les gouvernements, justement, et les banques. Dans
le document, le white paper de Satoshi Nakamoto, le blockchain est géré par des ordinateurs branchés entre eux, qui jouent à résoudre l'équation de chaque bloc à tous les 10 minutes. Comprenez-vous qu'au fil des années, au départ, on avait 30 ordinateurs. Maintenant, on a ajouté au fil du temps plusieurs ordinateurs. Et un jour, c'est devenu tellement gros qu'on a créé des pools d'ordinateurs. Et aujourd'hui, on a aussi créé des machines beaucoup plus rapides qui sont capables de lancer des millions de réponses potentielles aux 10 minutes pour être les premiers à résoudre l'équation demandée par le bloc. Alors, comprenez-vous que et tous ces ordinateurs-là doivent, pour pouvoir participer, avoir une copie du blockchain sur leur disque et alimenter les réponses. Alors, à moins que toute l'Internet de toute la planète, toute l'électricité s'arrêtait, okay, ce qui ferait arrêter naturellement le blockchain, et qu'elle ne reviendrait plus jamais, il n'y a aucune façon d'arrêter ce processus ou ce programme qui est démarré. Et aujourd'hui, on parle de millions d'ordinateurs connectés entre eux qui jouent à chaque 10 minutes à tenter de résoudre les équations pour obtenir les récompenses Bitcoin. Alors, comprenez-vous que c'est complètement décentralisé, c'est pas géré par des banques ni des gouvernements, mais par un immense réseau d'ordinateurs qui doivent assurer le roulement de ce blockchain-là. Autre hyper avantage, l'anti-inflation. Comment Satoshi Nakamoto pouvait garantir que son système soit anti-inflationnaire? Eh bien, lorsqu'il a pesé sur Play, il a programmé son système de façon à dire voici les règles que tu vas mettre en place, pose une question de 10 minutes, remets une récompense à celui qui résout l'équation premier. À chaque 400 000 blocs, tu coupes de moitié la récompense et jamais tu vas donner plus que 21 millions de Bitcoin en récompense. Alors, comprenez-vous que tous ces miners-là, tous les gens qui jouent à résoudre l'équation, vont jouer jusqu'à ce que le dernier Bitcoin soit remis, prévu en 2140. Alors, c'est ce qui fait que plus jamais après, on va réimprimer des Bitcoins. Alors, voyez-vous la force de ce système monétaire-là. Alors, mais il y a aussi plein d'avantages. C'est 100% numérique. On ne peut pas en imprimer. Ah oui, il y en a des pièces. Moi, j'en ai des pièces. Okay? Il y a des coussins, il y a toutes sortes de petits jouets, mais c'est pas ça qui a sa valeur. Okay? C'est 100% numérique, donc pas de poids, facile à entreposer, tout ça. On a le plein contrôle de nos bitcoins. Naturellement, si on les entrepose sur des plateformes, des exchanges centralisés, on doit faire confiance avant d'aller porter ou d'envoyer nos bitcoins sur ces plateformes-là. Mais à la base, c'est 100% notre contrôle. Autre chose, il n'y a aucun intermédiaire. Il n'y a pas de middleman. Lorsque moi, je vous envoie un 50$ par Interac, okay, vous comprenez que j'ouvre ma banque, qui est centralisée. La banque, par Interac, envoie à un programme qui est géré par l'Interac, qui communique avec votre banque, qui vous envoie une notification et qui vous dit hey, est-ce que tu acceptes le 25$ ici, puis as-tu la bonne question? Alors, comprenez-vous qu'on a au minimum toujours 3 intervenants. Hey, tout le monde veut sa part. Les cartes de crédit, c'est encore pire. Parce que la carte de crédit, j'ai mon compte en banque qui communique avec la carte de crédit, qui va vers le payment processor, qui peut être Chase, peu importe, qui communique avec votre banque, en fait, puis le compte du marchand, si vous êtes un marchand, et la carte de crédit du marchand, et ensuite le compte du marchand. On peut aller jusqu'à 5 intermédiaires qui tous, eux autres, veulent leur part du gâteau pour opérer les systèmes. Alors, comprenez-vous que dans notre système de crypto-monnaie, de Bitcoin, on n'a pas ces intermédiaires-là. Okay? On peut facilement transférer un Bitcoin d'un wallet à un autre décentralisé. Il existe des wallets décentralisés. On va avoir des vidéos concernant ça prochainement sur notre site Mouvement Crypto ou notre chaîne Mouvement Crypto. Maintenant, c'est scalable. Okay? Scalable, ça veut dire qu'on peut faire de la croissance avec tout cet univers Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'on est capable d'améliorer. On est capable de bâtir ce qu'on appelle des second layers, où est-ce qu'on va un système plus rapide pour échanger. Alors, en ce moment, il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent le système Lightning. Okay? Le network Lightning, c'est un network qui va aller beaucoup plus vite, qui ne passera plus par les blockchains. Ça va être les miners qui vont échanger entre eux autres. En fait, c'est ceux qui possèdent des bitcoins qui ne vont pas échanger entre eux autres à la vitesse Lightning. Donc, extrêmement rapide pour pouvoir faire la transaction aussi vite qu'une Visa lorsque vous allez chez un commerçant. Et c'est disponible à tous.
Il faut comprendre qu'il y a certains pays, on connaît pas ça au Canada, aux États-Unis, mais il y a certains pays dans le monde qui n'ont pas de compte en banque. Les gens n'ont pas de compte en banque. Alors maintenant, avec un cellulaire et un compte créé sur une plateforme portefeuille Bitcoin, on est capable de se créer un portefeuille Bitcoin et obtenir des Bitcoins. Alors, plus besoin, tout ce qu'on a besoin, c'est l'Internet. Parce que notre cellulaire, c'est une batterie. C'est tout ce qu'on a besoin. Maintenant, pour moi, l'étape qui vient suite à ça, on a compris c'est quoi l'argent, on a compris maintenant Satoshi Nakamoto et son système. Aujourd'hui, OK, en fait, 13 ans plus tard, la création du Bitcoin, on est rendu à presque 19 millions de Bitcoins minés, donc en circulation, bien que 15% des Bitcoins sont transigés à chaque jour parce que les gens qui ont les Bitcoins les gardent en ce moment. On compare, et pour moi, je compare souvent le Bitcoin à l'or plutôt qu'à une monnaie. Et ceux qui me suivent depuis un temps, vous savez que je suis un fervent admirateur du Bitcoin. Je suis dans l'univers du Bitcoin depuis 2016 et j'assiste à toutes les conventions. Alors, la plupart des gens qui connaissent l'industrie vont dire que le Bitcoin compétitionne l'or. Okay? L'or des années 1900, si je peux dire. Et avant. Il va devenir beaucoup plus un actif sur lequel on va pouvoir s'associer ou se couvrir pour pouvoir imprimer de l'argent. Et là, suivez-moi ici. Je suis allé cette année à la convention Bitcoin 2022 à Miami où on a dévoilé le Miami Bull, le nouveau taureau de la nouvelle ère monétaire, okay, qui compétitionne le taureau de Wall Street, si vous connaissez un peu ça. Et ce qu'on apprenait des sénateurs américains qui sont venus faire des présentations, c'est qu'en ce moment, les États-Unis d'Amérique ont déjà compris que leur dollar américain ne serait plus le dollar sur lequel tous les autres pays allaient s'associer ou se comparer. Donc, le dollar américain ne serait plus la monnaie mondiale de référence ou de base. Alors, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de bien faire les choses. Okay? Ils veulent régulariser le Bitcoin. Comment on régularise et quelle est en ce moment la lacune du Bitcoin? C'est que au départ, moi j'en suis un, j'ai déjà créé des wallets, des portefeuilles de Bitcoin sans aucune authentification. Et c'est souvent pour ça qu'on entend que le Bitcoin s'associe aux bandits, trafic de drogue, trafic d'armes à feu, prostitution et tout ça. Parce qu'au départ, on pouvait se créer des wallets sans s'authentifier, sans savoir qui était derrière la grande adresse de wallet. Maintenant, les Américains sont en train de mettre en place des systèmes et des entreprises sont en train de se faire régulariser pour pouvoir dire, vous allez être une entreprise légale avec laquelle on va travailler. En échange, chacun de vos wallets va être authentifié à une personne qu'on peut identifier, qui si lui commet des crimes, trafic d'argent ou blanchit de l'argent, va être passible d'être découvert et traduit en justice, qui selon moi est la bonne chose à faire. Et maintenant, c'est pour ça que des compagnies comme Coinbase, BlockFi, Binance, il y en a plein, Gemini, sont en train de se faire régulariser par les gouvernements pour pouvoir dire, hey, non, nous, tous nos membres et tous les bitcoins sont dans le blockchain, tous nos membres sont authentifiés et tous nos niveaux de sécurité sont respectés pour pouvoir garantir la sécurité de nos réseaux, de nos applications. Maintenant, ce qui est intéressant de ça et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on dit dans l'univers du bitcoin, c'est que en régularisant le bitcoin, ce qui va se passer, c'est que ça va commencer par les pays plus défavorisés, les pays où leur monnaie vaut presque rien. Tu sais, si je compare, exemple, en Argentine ou au Venezuela, où si vous aviez à chauffer votre demeure, votre maison, c'était plus payant de brûler l'argent, la monnaie du pays, que de partir chauffage, tellement ça coûtait cher et que la monnaie valait rien. Vous savez, si vous voyez un petit peu dans ces pays-là, souvent pour un 50$ canadien ou américain, on va avoir beaucoup de, que ce soit des pesos ou peu importe laquelle des monnaies. Pourquoi? Parce que leur monnaie vaut tellement peu, parce que les dirigeants de ces pays-là, souvent des dirigeants malhonnêtes, malheureusement, en ont imprimé tellement. Maintenant, ce qu'on entend, c'est que les Américains veulent contrôler, veulent rester la puissance économique mondiale. Et en régularisant le Bitcoin et en faisant l'actif sur lequel on va se comparer, on permet à ces pays défavorisés-là, et il y a déjà des pays qui ont commencé ça, dont le El Salvador, parce que là, ce qu'on entend, c'est que tous les pays veulent créer leur propre monnaie numérique. Mais, si les pays créent leur monnaie numérique et ils n'ont aucun actif sur lequel on peut se comparer, on ne peut jamais établir une valeur, right? Alors, et maintenant, on ne peut plus naturellement, les États-Unis d'Amérique pourraient plus, exemple, dire « Hey, moi, je vais créer un coin US dollar qui vaut la même valeur qu'un US dollar. » Ça existe déjà, il y a plusieurs plateformes qui en ont créé, ce qu'on appelle un stablecoin. Et là, ce qu'on lit, ce qu'on entend, c'est que les pays vont acheter
des bitcoins. Et c'est ce qui va permettre d'imprimer une nouvelle monnaie ou une nouvelle même monnaie mondiale propre à leur pays qui va être toujours ou suivre en tout temps la valeur du bitcoin. Donc, un exemple, si j'achète, je suis un pays, je suis le El Salvador, j'achète 100 millions de bits en valeur bitcoin, j'imprime 100 millions en dollars, que ce soit numérique ou papier, et j'en imprime pas plus, je m'assure de toujours garder la valeur de ma monnaie. Et là, si le bitcoin monte, parce que là, il y a un autre pays qui a emboîté le pas, puis un autre pays qui a emboîté le pas, puis un autre pays qui a emboîté le pas. Puis là, en 2024, il y a beaucoup moins de bitcoin qui est remis en récompense à chaque 10 minutes à ceux qui résolvent l'équation du bloc. Et que en 2028, on est rendu à 1,5625 bitcoin remis. Donc, le fait qu'on a beaucoup moins de bitcoin en circulation va faire augmenter sa valeur. Si mon 100 millions devient 200 millions, là, je peux reprinter, imprimer un autre 100 millions de dollars de mon pays parce qu'il est couvert par la valeur du bitcoin. Et c'est là où plusieurs experts prétendent que le bitcoin va être dans les chiffres de 500 000, ensuite de ça 1 million. Il y en a qui parlent d'aller jusqu'à 10 millions de valeur. Un bitcoin. Alors, comprenez-vous qu'il est temps aujourd'hui de s'intéresser au bitcoin et à l'univers de la crypto-monnaie. Alors, j'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions, OK? La première chose que je vous demande, c'est, si vous avez des questions, allez commenter. Maintenant, votre petit devoir aujourd'hui. Moi, j'ai trouvé une plateforme qui vous permet de créer votre premier portefeuille de crypto-monnaie. Votre premier wallet de crypto-monnaie. Alright? Alors, vous allez cliquer sur le lien de cette vidéo-là avec une application qui s'appelle Shapé et vous allez suivre le lien. C'est une invitation qu'on vous envoie. En partant, en créant votre compte en suivant notre lien, vous allez vous faire remettre 30 $ dès que vous allez placer 100 $ ou acheter 100 $. Si vous n'êtes pas prêt à acheter 100 $ de Bitcoin, aucun problème. Allez créer quand même votre compte. Et si, OK, vous ouvrez l'application ShakePay à tous les jours et vous ne faites que shaker votre cellulaire, l'application, en ayant créé le compte avec notre lien, va vous remettre des Bitcoins gratuitement. À tous les jours. Et à tous les jours que vous faites l'action, votre valeur de Bitcoin, puis là, rappelez-vous, un Bitcoin se sépare en 1 million de Satoshi. Les Satoshi, c'est un peu les sous du Bitcoin. On a les sous par rapport à $1, on a les Satoshi par rapport à un Bitcoin. Et on a 1 million de Satoshi dans un Bitcoin. Ah, excusez, 10 millions de Satoshi dans un Bitcoin. Alors, si vous avez 20 $ à acheter, ou 100 $ à acheter, vous achetez 100 $ de Bitcoin, vous achetez 100 $, vous allez avoir 0,000 quelque chose Bitcoin. Mais la beauté, c'est que l'application, c'est vous, simplement, tous les 24 heures, important de ne pas oublier, vous ouvrez l'application ShakePay et vous faites juste checker votre téléphone assez intensivement, là, et vous allez vous faire remettre des Satoshi. Et tout ça gratuitement. Maintenant, la beauté, c'est que si vous vous arrivez à 200 jours consécutifs, vous allez atteindre le plafond de 1000 Satoshi par jour. Vous allez vous faire remettre 1000 Satoshi par jour. Alors, vous n'avez aucune raison aujourd'hui même de ne pas aller télécharger votre premier portefeuille crypto et de commencer à ouvrir l'application et checker votre téléphone à tous les jours. Maintenant, attention, si vous oubliez une journée, 24 heures, lorsque vous allez réouvrir l'application le jour suivant, vous allez recommencer à zéro le décompte des 200 jours. Une fois atteint 200 jours, arrêtez pas, mais ça va être 1000 Satoshi à tous les jours. Alors, vous n'avez aucune raison de ne pas aller essayer ça. Alors, je vous invite, allez sur la vidéo, suivez le lien, créez votre compte. Si vous avez les moyens, allez déposer votre premier 100 $. Et surtout, ouvrez l'application chaque jour, checkez-la pour pouvoir vous faire remettre gratuitement vos cryptos. Alors, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'était Bruno pour le mouvement crypto.